C'est une élection serrée. On veut pouvoir former un gouvernement fort. On n'est pas obligé d'alterner entre les deux vieux partis. Sur la plupart des grands enjeux, ces gens-là sont en rupture avec le Québec. Hey everyone! J'ai l'habitude de provoquer des surprises. Les Canadiens veulent du vrai changement. Est-ce que je leur demande pour un gouvernement majoritaire? Oui. Vous voyez, votre argent part vite quand les libéraux en ont besoin. Moi, là, j'ai toujours confiance. Mon adversaire dans cette campagne électorale, c'est Stephen Harper. Plus que 4 jours, nous allons revenir sur cette campagne qui a été longue, qui nous a réservé bien des surprises et qui nous en réserve peut-être encore d'autres. Selon un dernier sondage de la Maison Écosse, libéraux et conservateurs sont au coude à coude, avec 33,5 aux libéraux, 32,6 aux conservateurs. Le NPD est en 3e place, 10 points derrière, à 23 Alors, Daniel est à Ottawa. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Et avec moi ici, Tasha. Bonsoir, Allô, Michel. Bonsoir. Alors, Justin Trudeau, donc, qui avait le vent dans les voiles, c'est devenu un petit peu plus serré. Toute cette affaire de Dan Gagné, sa démission, est-ce que ça peut lui faire mal, Michel? Bien, c'est la première vraie tuile, en fait, qui s'abat sur la tête des libéraux depuis le début de la campagne. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça arrive très tard. Et je pense que ça va être relativement facile à gérer. Je pense pas que ça provoque une désaffection en masse du vote libéral, mais dans des comtés très serrés, et je pense au Québec en particulier, ça réveille des mauvais souvenirs. On l'a vu aujourd'hui, tant M. Harper que M. Molker ont ressuscité le spectre des commandites. Et il y a beaucoup de gens aussi qui se disent, M. Trudeau, on ne sait pas trop qui il y a derrière lui, là. Qui c'est qui a eu toutes ces bonnes idées-là durant la campagne? Et beaucoup de gens pourraient dire, bien, écoutez, c'est des magouilleurs, là, c'est un peu inquiétant, mais au total, je pense que le dommage va être limité. Sacha, vous pensez que ça peut faire mal à Justin Trudeau? Ça ferait un peu mal. Et je pense qu'on voit déjà M. Mulcair qui saute là-dessus et dire que c'est l'ancienne façon de faire et c'est rien de changement, c'est pas nouveau. Mais je ne sais pas si ça va coller autant, en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste, mais aussi parce que M. Gagné n'est pas un personnage qui est à l'extérieur du Québec, en tout cas très bien connu. Le Canada anglais, M. Gagné, c'est pas quelqu'un, je pense, où les gens vont dire, oh mon Dieu, pas comme un Mike Duffy, par exemple. Alors, je pense qu'il va y avoir des dégâts, mais ce serait un peu nuancé. Daniel? Écoutez, Dan Gagné n'a rien fait d'illégal, sauf qu'il a fait preuve d'un sérieux manque de jugement. Dans le cas de Justin Trudeau, oui, il a reconnu l'erreur, sauf que est-ce qu'il n'aurait pas dû savoir dès le départ que Dan Gagné faisait ce genre d'affaires, presque du lobbyisme, même s'il n'est pas reconnu comme tel à Ottawa? Là aussi, il y a une question de jugement qui se pose. Sauf que je suis un peu d'accord avec Michel et Tasha, les conséquences ne seront peut-être pas très grandes. Il peut y en avoir. Les questions d'éthique, ça n'influence pas toujours les gens, à moins que ce soit énorme, comme dans le cas du scandale des commandites. Bon, alors, passons à ce bilan. On est 75 jours plus tard, quand même. On a décidé d'y aller de façon un peu plus ludique, par catégorie. On va commencer par la catégorie du pire moment de cette campagne électorale. On commence avec vous, Tasha. OK. Moi, le pire moment, c'était effectivement quand M. Harper a poussé la question de niqab trop loin. J'étais en accord avec lui que sur la question des cérémonies de citoyenneté, environ 80 des Canadiens disaient oui, visage découvert, s'il vous plaît. 93 même au Québec. Au Québec, c'est même plus haut. Et on a la loi aussi proposée ici sur la question de la fonction publique. Mais le reste du Canada n'avait pas eu cette discussion de la fonction publique. Alors, quand M. Harper est allé la semaine après, il a dit peut-être je vais pousser ça plus loin. Dans une entrevue avec la CBC, il a dit ça. Ça a fait sursauter les gens parce que c'était pas quelque chose qui était sur la table. Et pour moi, c'était là on voyait justement les libéraux prendre encore plus de vent dans leur voile. Et je pense que c'était une réaction que c'était là, ça allait trop loin pour la majorité des électeurs à l'extérieur. Ça a pris beaucoup de place, en tout cas, dans cette campagne. Michel? Ouais, le pire moment, à mon sens, c'est quand on a vu le petit Syrien, le mort sur une plage. C'était des images très, très lourdes. Et la réaction de M. Harper a été vraiment atroce ce soir-là. Je pense que M. Harper, là, il y a quelque chose qui s'est cassé dans l'opinion des gens. Ils se sont dit, non, là, il y a toujours un bout. Là, c'est pas le genre de Canada qu'on veut. M. Harper a mal réagi et l'ensemble de la scène était très, très pénible, je pense, pour beaucoup de Canadiens. Daniel, le pire moment?
Moi, je dirais le supplice de la goutte imposée à Stephen Harper, d'abord sur Michael Duffy, ensuite sur la récession qui n'en était pas vraiment une, mais ça a été difficile, et puis, comme Michel le signale, sur les migrants. À plusieurs reprises, on a vu M. Harper le visage crispé, tentant de sourire, au milieu de ses partisans exaspérés qui hurlaient des insultes aux journalistes. Rappelez-vous, ce citoyen, cet électeur conservateur de Toronto, ça n'avait pas été un moment mémorable. Sauf que, quand vous êtes premier ministre, vous devez vous attendre à avoir des questions difficiles, des moments difficiles. Et Stephen Harper n'avait personne d'autre que lui à blâmer. C'est lui qui a nommé Stephen Harper. C'est lui qui a misé beaucoup trop sur le pétrole, ce qui a fait que l'économie s'est retrouvée en récession. Et sur les migrants, Michel l'a très bien expliqué, une question de compassion qui n'était pas là. Oui, réaction face aux journalistes. Aujourd'hui, Justin Trudeau a montré qu'il pouvait avoir un peu de fougue. En tout cas, il a réagi assez vertement. Et c'était une bonne récupération aussi de toute l'histoire de Dan Gagné. C'était bien fait. Bon, le meilleur coup de cette campagne, la meilleure idée, la meilleure stratégie, on commence avec vous, Michel. Alors, je pense que c'est la décision de M. Trudeau, ou en tout cas de ceux qui l'ont conseillé, de rompre avec le dogme là, du déficit zéro. C'était audacieux, téméraire même. Ça aurait pu mal tourner. Oui, je me souviens de la réaction des analystes. Oui, tout à fait. Mais finalement, ça a bien tourné et ça a vraiment marqué le coup du changement. Là, à partir de ce moment-là, M. Trudeau a réussi à incarner là, vraiment l'alternative à Stephen Harper. Pour moi, c'est indéniablement le tournant de la campagne. Daniel? C'est pour moi aussi le tournant de la campagne, mais je pense que Tasha va avoir le même tournant. Alors, pour me démarquer un peu, je vous dirais peut-être les débats télévisés. On était tellement convaincus que Justin Trudeau, j'ai perdu son, j'espère que vous m'entendez encore. Oui, je vous entends. Que Justin Trudeau allait se casser la gueule. Rappelez-vous, Kerry Tenneck, porte-parole de M. Harper, qui a dit le seul fait que Justin Trudeau se rende au premier débat en portant ses pantalons, ce sera déjà au-delà des attentes. Et je vous dirais que 5, 6, 7 semaines plus tard, c'est Kerry Tenneck qui est déculotté. Oh! Bon, c'est vrai que moi, j'ai... Pas mal. Oui, c'est une image, je vais pas y aller, là, mais moi aussi, je suis en accord avec mes deux confrères ici. Ça a été le point tournant, vraiment. C'était le point tournant parce que ça marquait un point où l'NPD et les libéraux ont changé de place, dans un sens, sur le spectrum politique, et qu'on voyait vraiment que M. Trudeau allait récupérer tous les électeurs qui se demandaient peut-être est-ce que l'NPD avait trop allé au centre. Est-ce que le NPD, c'était vraiment le changement qu'ils cherchaient, particulièrement au Québec, où les gens ont une expérience présentement avec l'austérité. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas. Alors, ça, pour moi, c'était le moment, le meilleur coup. Mais c'est vrai, au moment que ça s'est passé, j'ai pensé que c'était un très grand risque et peut-être un négatif. Oui. Tout le monde, d'ailleurs, trouvait... Vraiment, ça allait contre, disons, une certaine idée qu'on s'est fait peut-être de l'économie. Et ce qui est intéressant là-dedans aussi, c'est que les libéraux ont attendu. Ils ont attendu avec leur plateforme. Tout le monde les critiquait. Est-ce que ça va être dévoilé? Ils ont attendu que l'NPD montre leur plateforme. Et avec un déficit zéro, et là, ils pouvaient faire l'inverse. Bon, alors, la déception de cette campagne pour vous, Daniel, qu'est-ce qui vous a déçu? Écoutez, pour la première fois, je pense, dans l'histoire du Canada, les Canadiens étaient prêts à voter pour un parti de gauche, modérément de gauche, le nouveau Parti démocratique. Pour eux, le NPD a toujours été la conscience des Canadiens depuis Tommy Douglas, depuis David Lewis, depuis Ed Broadbent. Ils se disaient peut-être que le NPD est prêt à gouverner pour une première fois au Canada. Je pense que Thomas Mulcair a déçu beaucoup de néo-démocrates en ramenant ce parti-là au centre, en faisant une fixation avec le déficit zéro, l'austérité, etc., ce qui est contraire aux grands principes des néo-démocrates. Et à partir de ce moment-là, le NPD est devenu un parti comme les autres, un vieux parti qui a les mêmes préoccupations que les conservateurs ou les libéraux. Et à partir de ce moment-là, écoutez, ça peut encore arriver, mais les chances que le NPD forme le prochain gouvernement sont de plus en plus minces. Tasha? Moi, ma grande déception, c'est que les gens ne veulent pas de déficit zéro et qu'il y a autant d'électeurs au Canada qui disent « Ah, mais sortez la carte de crédit, tu sais, licorne et arc-en-ciel, on peut tout acheter. » Je trouve ça complètement irresponsable parce que je ne pense pas dans le contexte économique qu'on a besoin de le faire. Ce n'est pas 2008-2009 du tout. Alors, pour moi, c'est ça, cette observation-là qu'on cherche cette solution pour être différent, ça me déçoit. Justin Trudeau dit qu'il faut créer de l'emploi, qu'il faut aider les familles, il faut aider la classe avec moyenne. Sa vision, oui.
Michel. Oui, bien moi, j'ai exactement la position inverse de celle de Tacha. Je suis très content que les gens trouvent que l'État a encore un rôle à jouer et qu'il le joue à plein. Maintenant, ma déception, ben, c'est exactement la même que celle de Daniel. Monsieur Mulcair a joué beaucoup trop conservateur dans tous les sens du terme dans cette campagne-là. C'est la pire des trois campagnes. Là. On ne dégringole pas de tant de points du début à la fin, même si elle a été longue, sans qu'on ait commis des fautes. C'en était une, mais je trouve qu'il a très mal géré aussi l'affaire du niqab. Il a mal positionné son... Il aurait pu très bien passer à la fois pour un champion des droits, tout en disant, écoutez, comme au Québec, le visage découvert, c'est un principe qui, normalement, est dans la nature humaine. Alors, il a mis du temps, vraiment, il a mis beaucoup trop de temps et le mal était déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cette longue campagne, quand même? On le disait, c'était la première fois que c'était aussi long. Pour vous, Tacha? Bien, c'est qu'elle était trop longue, effectivement. Et je pense que le gouvernement conservateur a fait un pari que dans la longue campagne, ils avaient beaucoup d'argent, ils pouvaient plus dépenser, que ce serait à leur avantage. Et ce qu'on voit, c'est que ça permet, ce qu'on appelle en anglais le comeback kid, ça permet à quelqu'un de faire une montée. On a vu que l'NPD a descendu parce qu'ils ont commencé en première position, c'est normal, mais que c'est les libéraux qui ont monté après ça, ils n'ont pas les conservateurs pour prendre la place. Alors, la leçon peut-être ici, qu'on revienne aux campagnes plus courtes. Oui, bonne idée. Michel? Moi, ce qui m'a frappé, c'est le... J'ai jamais vu une campagne aussi manichéenne. Et les personnages étaient parfaits pour ce type de campagne-là. D'un côté, vous avez Machiavel en personne, là, M. Harper, là, qui utilise tous les trucs les plus tordus. Et de l'autre côté, il y a M. Trudeau qui arrive avec une candeur, un peu une générosité, un peu naïve et qui vraiment là, fait un contraste idéaliste, qui fait un contraste extraordinaire avec M. Harper. Et dans un manichéisme comme celui-là, le gars qui est dans le milieu a inévitablement l'air un peu pâle, un peu drabe. Et ce qui est arrivé à M. Mulcair. Alors, j'avais jamais vu, moi, une campagne où tu avais les bons et les méchants d'une façon aussi contrastante. Et là, on arrive à la fin, puis on ne sait pas qui va gagner. Là, tout à fait. Daniel, vous, qu'est-ce que vous retenez finalement de cette campagne? Que ça a été beaucoup trop long aussi et qu'on a escamoté les questions principales selon la boussole de Radio-Canada et c'est une excellente mesure. On ne va parler à peu près pas de santé ni d'environnement qui sont les deux grandes priorités. Encore moins de culture qui a l'air de n'intéresser absolument personne dans ces partis politiques. Deuxièmement, pour une fois, on a parlé beaucoup d'affaires internationales, mais pas parce qu'on voulait le faire, parce qu'on était à la remorque des événements, forcé de le faire, comme dans le cas des migrants. Et troisièmement, depuis le début, les Canadiens se disent il faut du changement, mais ils sont encore nombreux à se demander est-ce que l'alternative au changement, l'alternative à Stephen Harper, c'est-à-dire Mulcair et Trudeau, c'est vraiment du changement? Est-ce que ça vaut vraiment la peine qu'on aille là? Bon, il nous reste deux catégories, je veux vraiment les faire, mais c'est alors lundi soir, 3 petits points. Qu'est-ce que vous allez surveiller, Michel? Moi, j'ai surveillé le vote francophone de M. Trudeau. Est-ce que M. Trudeau ferait vraiment une percée au Québec dans l'électorat francophone? Parce que la question qu'on se pose, est-ce que les Québécois sont maintenant prêts à jouer le jeu politique canadien, ce qu'ils ont refusé de faire depuis pratiquement le rapatriement de la... Non, j'accepte l'épisode de M. Mulroney, mais autrement, sous M. Chrétien, ou si la montée de M. Trudeau ne va pas profiter plutôt au Bloc. Les gens vont dire ben, la NPD n'a plus besoin de nous autres pour battre les conservateurs, alors on n'est toujours bien pas pour voter pour M. Trudeau. Alors, j'ai hâte de voir quelle performance M. Trudeau va faire chez les Daniel, francophones. vous allez surveiller beaucoup de choses puisque vous serez évidemment à la soirée électorale, mais... Moi, j'ai surveillé surtout le Québec. Je pense que c'est là où ça va être le plus intéressant. Combien de députés le Bloc québécois va faire élire? 5, 10, 15, plus, moins? Est-ce que les conservateurs vont doubler leur nombre de députés? Ils en ont 5 en ce moment. Pour eux, ce serait une grande victoire. Est-ce que les libéraux, la montée qu'on sent depuis quelques jours, va se rendre jusqu'au Québec et se manifester en nombre de sièges? Et combien de sièges le nouveau Parti démocratique va en perdre? Parce que je pense que c'est inévitable. Oui, le Québec, ça va être très intéressant. À part le Québec, moi, je vais surveiller la grande banlieue de Toronto. Vous aussi à la soirée électorale. Oui, mais Toronto et les communautés ethniques, la différence dans le vote la dernière fois en 2011, c'était la communauté ethnique qui l'a faite en grande partie pour les conservateurs. Est-ce qu'ils vont garder ces châteaux forts-là? Et en Colombie-Britannique aussi, c'est une lutte à 3 présentement. Qu'est-ce qui va arriver là-bas? Personne ne le sait. Ça va être fort intéressant. Bon, dernière chose, je ne peux pas vous laisser partir sans vous demander vos prédictions. Michel, rapidement, 10 secondes. Libéral minoritaire. Ça ne va pas être un gouvernement NPD. Voilà. Non, libéral ou conservateur minoritaire. Minoritaire, vous aussi. Daniel?
Moi, je me répète, mais je vais me répéter encore, le vote conservateur est toujours sous-estimé. Stephen Harper a une organisation très solide, beaucoup d'argent, mais chaque fois que je fais des prévisions politiques, je me trompe. Mais non, Daniel, il ne faut pas le prendre comme ça. Alors, merci beaucoup à vous trois. Nous, on va se retrouver mardi soir donc, pour analyser les résultats de cette élection. Vous, on vous voit aussi dimanche soir. Tout le monde en parle. C'est ça, oui. Merci beaucoup à vous trois. Alors, bon vote, tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.